Donne la parole. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans À cœur ouvert sur Artop TV. En ce jour de Saint-Valentin, la fête de l'amour, oh là là, Cupidon va frapper aujourd'hui, je le sens un peu partout. Ça va être l'occasion aujourd'hui de parler d'un homme qui a gardé un secret toute sa vie. Un secret plus lourd qu'un royaume. Derrière le masque de fer, il y a une énigme historique. Mais derrière cette énigme, il y a un homme. Un homme loyal, ambitieux, peut-être cruel. Un homme en quête de reconnaissance. Dans Un cœur ouvert, nous aimons bien regarder derrière les apparences. Et aujourd'hui, nous allons retirer le masque en cette journée de l'amour. Bonjour, Donna Guiver. Bonjour Khadija. Merci de cette introduction et de cet accueil. Eh bien, avec plaisir. J'ai trouvé assez sympa l'idée de faire ça de façon très théâtrale. Donc, Vous ça va avez être une raison. émission spéciale Exactement. où voilà, je vais avoir mes notes qui vont m'accompagner parce que j'ai vu votre parcours, j'ai vu ce que vous avez fait et je trouve ça extrêmement impressionnant. Donc j'espère être digne et à la hauteur de ce que vous faites. Alors là, clairement, faut pas être impressionné parce que vraiment, c'est un petit parcours modestement et j'essaie évidemment de servir soit des grands textes, soit des Mhm. grands hommes. Et là, en l'occurrence, effectivement, ce monsieur dont on va parler, qui a Mhm. gardé un prisonnier célèbre, Mhm. est un grand homme, mais qui a été oublié évidemment par l'histoire pour de nombreuses raisons évoquées dans la pièce, puisqu'il s'agit d'une pièce de théâtre dont on va parler. Exactement, et on va y venir, hein. On va y venir doucettement, mais on va parler d'histoire. Suspense. J'adore le suspense. Je trouve ça intéressant parce que ça va vous laisser l'occasion de nous suivre et puis de nous faire des commentaires sur ce que vous avez compris, sur ce que vous avez aussi peut-être perçu différemment de ce qu'on lit dans les livres, hein, parce que c'est romancé. Et ça va être intéressant de voir le fameux personnage Saint-Mars. Hein, vous avez choisi Saint-Mars, un personnage qui est finalement un personnage secondaire du règne de Louis XIV. Dites-moi. Alors oui, non, en fait, c'est pas un personnage secondaire. Disons qu'il est devenu avec Eh l'histoire et ce oui, qu'on en ben a oui. fait un personnage secondaire. Mais c'était un mousquetaire à l'époque Mhm. et c'était Monsieur de Saint-Marc. On ne prononçait pas le S. Et D'accord. Monsieur de Saint-Marc était un mousquetaire au service de D'Artagnan Mhm. et il a été missionné pour j'allais dire une charge très importante à l'époque, qui était gouverneur de toutes les geôles de France, ce qui était une charge très bien payée, mais qui avait l'inconvénient d'être évidemment un peu à l'ombre, contrairement aux autres mousquetaires qui allaient se battre sur les champs de bataille. Mhm. Donc ce monsieur de Saint-Marc, il a eu une destinée assez incroyable parce qu'il s'est occupé de tous les prisonniers célèbres, illustres de France, Fouquet, Lauzun et les autres, Mhm. et en même temps, il n'était pas au combat, il n'était pas avec ses collègues qui se battaient, d'où un peu une petite frustration. Mais à l'époque, il était vraiment connu, aussi connu évidemment que D'Artagnan, mais moins glorieux. C'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que c'est une volonté finalement de raconter l'histoire autrement? C'est surtout En de quittant. remettre, j'allais dire, le clocher au centre Bah du oui. village, bien sûr, puisque l'histoire est faite souvent par les vainqueurs, Mm. et on n'a qu'un son de cloche. Et moi, ça m'intéresse d'avoir une histoire quand même un peu plus proche de la réalité. Bien sûr. Et ça, c'est sûr que Monsieur de Saint-Marc, il n'est évoqué que dans certains textes d'historiens qui se sont penchés sur le XVIIe et qui essaient justement de remettre dans le contexte tous les personnages de l'époque. Mm. Mm. C'est intéressant parce que finalement vous corrigez les zones d'ombre parce qu'il y a pas mal d'ombre dans tout ça. Nous on connaît quand même le masque de fer à travers les récits quand même romancés d'Alexandre Dumas. Oui. Euh, donc votre envie finalement c'est de corriger cette image ou plutôt de la nuancer. Alors, Parce que ce que j'entends là c'est oui, un peu des deux j'ai l'impression. ça peut la corriger, c'est évident, puisque Alexandre Dumas avait placé D'Artagnan sous Louis XIII. Donc j'ai plein de gens qui viennent me voir et qui me disent, mais non, mais D'Artagnan, c'est Louis XIII. Et non, bon monsieur, c'est Louis XIV. Et oui. Voilà. Alors, Alexandre Dumas disait, non, mais on peut trahir l'histoire si on lui fait de beaux enfants. Mhm. Oui, et en même temps, il y a des fois, c'est bien véritablement d'être à la source de l'histoire, Mhm. parce que effectivement, l'histoire réelle est tout aussi spectaculaire, si ce n'est plus. Et là, pour Complètement. le coup, le Masque de Fer exit, j'allais dire, tous les personnages illustres qu'on a mis sous ce masque. La Mhm. réalité est bien plus impressionnante et spectaculaire que ce que Hollywood en a fait.
Et finalement, dans les recherches que vous avez fait, qu'est-ce qui vous a le plus surpris chez cet homme? Parce que vous avez l'air d'en connaître un rayon assez large. Bah, c'est surtout que j'ai commencé à écrire sur des sujets historiques, notamment avec une première pièce qui s'appelait Fouquet d'Artagnan ou une amitié contrariée. Mhm, Et c'est lors de ces recherches que j'ai découvert ce monsieur de Saint-Marc, puisqu'il a été geôlier de Pignerol, et mhm. donc geôlier du surintendant Fouquet. Et là, je me suis dit, tiens, c'est curieux, parce que ce personnage est déjà assez gratiné. Et quand j'ai vu qu'il s'était occupé du masque de fer, il avait été son créateur, Mm. là, je me suis dit, il y a quelque chose à voir et à gratter de vraiment beaucoup plus près. Et c'est ce que j'ai fait. Mais ça, c'est déjà il y a 15 ans. Hein, Ouais, donc avec. voilà, c'était le temps après de faire les recherches, de travailler, de ne pas dire trop de bêtises dans une pièce, voilà, pour que quand les gens viennent vous voir, et notamment certains historiens, se disent, oui, ça va, il n'est pas trop loin, pas trop éloigné de la réalité. Vous avez toujours une part de fiction, puisqu'on est quand même Oui. au théâtre ou vraiment dans un récit Mm. avec une dramaturgie. Mais il faut quand même aussi respecter un minimum l'histoire. Finalement, cette pièce parle vraiment du masque de fer ou est-ce qu'elle parle celui qui a fabriqué la légende, hein, parce que. Ben, moi, là, pour le coup, ce qui m'intéressait le plus, évidemment, c'était de raconter le parcours de cet homme qui était un Mhm, soldat d'élite, qui était un super gendarme hein, à l'époque. Hein, c'était ça, hein, les mousquetaires. mhm. Et pourquoi il a dérivé comme ça. C'est-à-dire que il a obéi au pouvoir au départ, il l'a vraiment obéi, il était loyal envers le roi, et puis petit à petit, au bout de quelques années, il a commencé à n'en faire qu'à sa tête, et notamment à Mm. prendre un de ses prisonniers, qui était un prisonnier d'État, et à l'affubler d'un masque de fer. Et ça, c'était de sa propre volonté, de son propre chef. Et c'est Mm. intéressant de savoir pourquoi il l'a fait, dans Eh quel oui. but. But psychologique évidemment, mais aussi un peu politique, il faut le dire. Et ça, on va y venir. Ah, Voilà. j'adore, vous soulevez les points intéressants. Bah, le mythe fascine, hein. Le Oui, mythe fascine, mais toujours. dans les mythes qui nous touchent particulièrement et profondément, je pense que c'est la fameuse faille, n'est-ce pas? Oui, oui, Est-ce qu'on oui. peut un peu quitter l'histoire au sens propre du terme et rentrer un petit peu dans l'intime Ah, les failles, c'est un personnage effectivement qui est comme je vous l'ai dit, un homme d'élite, un gendarme Mm. qui est prêt à servir le roi et à tuer pour ça. Il l'a fait hein, sans aucun état d'âme. Mm. Et en même temps, ça reste un homme profondément humain. Comme toute brute ou comme toute personne cruelle, il a aussi sa part d'humanité. Mm. C'est ce que j'essaye évidemment d'explorer dans ce texte, bien Et sûr, oui, bien chaque sûr. être humain a une part d'ombre et une part Mais solaire, hein, ce qui en fait oui, un être, je dirais, proportionnel dans l'ombre et la lumière, c'est ça. n'est-ce pas? Le plus grand Mais, des criminels a sa part d'humanité. mais Alors nous, après, bon, voilà. alors après, ça reste un long débat sur l'homme n'est-il bon ou mauvais ou Exactement, ça nous est-ce emmène que à la très vie nous très loin. façonne. Et ça, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais vous êtes acteur, donc vous jouez cette pièce, n'est-ce pas? Vous êtes face au masque, Oui, donc vous l'incarnez totalement et et ça pendant plus d'une heure parce que vous une, êtes seul sur scène. oui, c'est ça. Et pourquoi C'est avoir choisi, je me permets juste d'aller au bout, la forme du seul en scène? Parce que c'est quand même fort. alors ça, c'était une idée vraiment, c'était l'idée originelle parce qu'il y a Mhm. eu une version à deux parce que j'ai eu un acteur plutôt connu qui était intéressé, puis pour des histoires de production, de Covid, enfin il y a plein de choses qui sont Ouais. passées entre. Oula, ouais. Donc, au bout de 7 ans, on a dit, il faut quand même vraiment le jouer maintenant, ce texte. Ce Monsieur de Saint-Marc, il en avait assez d'attendre. Donc, j'ai repris cette petite forme originelle qui était une forme importante parce qu'on montrait aussi l'isolement de ce personnage, qui Mhm. est interviewé par un journaliste qui vient le voir de la Gazette d'Amsterdam, Mhm. journaliste qui est dans le public, hein, puisque je parle au public, si Mhm. j'ose dire, à ce journaliste. Et c'est un peu une forme, si vous avez vu Amadeus, c'est une sorte de Salieri, vous voyez, ce D'accord. monsieur de Saint-Marc, Mhm. et qui parle et qui va évoquer évidemment sa vie, et notamment donc cette idée assez incroyable de prendre un prisonnier et de lui mettre un masque comme ça, et de le trimballer pendant 30 ans, hein, 30 ans avec le masque. Ouais, Faut c'est pas l'oublier. Hein. Donc ça a été un parcours assez incroyable pour le prisonnier et pour monsieur de Saint-Marc.
qui a perdu sa femme, ses enfants, enfin bref, et il n'avait plus que ce masque de fer qui était très proche de lui, puisque c'était une relation assez fusionnelle Bah entre oui. les deux. Hein, il faut pas oublier que seul Monsieur de Saint-Marc pouvait s'occuper de ce prisonnier sous peine de mort pour les autres, pour ses propres mousquetaires. D'accord. Ce qui a été le cas d'ailleurs. Il en a exécuté 3, me semble-t-il, Ok. lors d'une évasion On parlait d'humanité, n'est-ce manquée. pas? Oui, oui, bah oui, on parlait d'humanité. Oui, mais il Je était plaisante. très. Non, non, mais vous avez parfaitement raison. C'est ça l'ambiguïté et aussi le paradoxe d'un personnage comme ça, c'est qu'il était très amoureux de sa femme, il avait des enfants et qu'il était un mari tendre et épris de sa femme, qui était un peu le coin de ciel bleu dans ce monde carcéral. Hein. Sa femme était là et puis elle est morte brusquement d'une fièvre foudroyante. Vous voyez, Ouais, comme quoi, à l'époque, ça ne pardonnait pas. Non. Voilà. Non, non, mais c'est assez lourd. C'est un personnage qui est très lourd. Et le fait d'être seul face au public, est-ce que c'est plus exigeant finalement ou plus risqué pour vous? Là, je parle vraiment de l'artiste oui, avec ce rôle poignant parce que c'est dur. Les deux, mon capitaine. D'où effectivement un travail de direction d'acteur très exigeante de la part d'Alain Véniger que j'ai eu et qui m'a fait aussi une mise en scène qu'on a co-signé, mais il a vraiment été très important dans ce travail-là parce qu'il fallait faire passer ce texte de la page blanche aux planches, à la rampe. Et ça, c'est vraiment un travail qui a été important avec lui, avec Alain Véniger. Qui hélas a dit, voilà, il est décédé il y a 2 ans maintenant. J'allais vous poser la question parce que je n'avais pas trouvé de traces à ce propos. Voilà, exactement. Il est décédé alors que c'était un grand comédien qui a eu des professeurs illustres comme Jean-Laurent Cochet, ou on avait eu Dacmine aussi, Jacques Dacmine, enfin, des gens de la comédie française, tous les deux. Et cette exigence-là, il la fallait pour ce travail, parce que bon, le fait de se trouver seul devant des gens, ça c'est pas, ça fait partie aussi du parcours d'un acteur. Ouais. Mais avec ce type de texte, ça devient plus compliqué parce qu'on est quand même dans une syntaxe que j'ai essayé d'être au plus proche du 17e, tout en étant évidemment contemporaine pour que les gens me suivent. Oui, parce que c'est un parallèle, on va en parler par ailleurs. Bah oui. Parce que c'est intéressant. C'est pour ça que je vous dis, on sent, alors vous êtes professionnel, hein, on sent qu'il y a du bagage derrière. C'est pour ça que c'est un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Parce que le plaisir temps d'un partagé, c'est mon plateau, le nôtre même, et à la fois cette dualité entre le bien et le mal, incarner un tel rôle, c'est pas évident pour avoir eu sur le plateau plusieurs acteurs, parce que incarner Monsieur Saint-Marc, à un moment donné, à quel moment le personnage vous traverse? Oh, il me traverse souvent, si ce n'est quasiment. J'allais dire, je vis avec lui au quotidien, peut-être pas, mais en tout cas, j'essaye de le mettre à distance à certains moments. Mais il est évident qu'il y a plein de questionnements, notamment le sens de la loyauté, de la droiture que ce type-là a eu pendant quasiment toute sa vie, et qui n'a pas forcément été remercié, c'est-à-dire l'ingratitude qu'il a connue du pouvoir. Ça pose énormément de questionnements sur les rouages du pouvoir. Bien sûr. Et ce qui se passe à l'heure actuelle. Il y a toujours des réminiscences extraordinaires, puisque évidemment les hommes changent, hein, on n'est que de passage ici, mais l'humanité reste. Et les comportements aussi, les lâchetés, les bassesses, les choses assez terribles qui sont là. Et c'est ça qui peut aussi évidemment intéresser les gens, comme ça m'a intéressé, de voir comment se comporter vis-à-vis de ça, bien sûr, à titre personnel et puis à titre évidemment un peu plus à grande échelle. Bah, c'est sûr que ça fait quand même le masque de fer référence au masque et au masque que les gens portent dans le quotidien. Il y a cet objet qui social, est central. Hein. Oui. C'est ça. On va y venir. Oui. Est-ce que c'est vraiment un point qui me touche particulièrement et puis et en même temps, techniquement, je trouve ça incroyable parce que il y a un seul point central, un objet central, c'est le masque. Vous mettez quand vous mettez sur scène, est-ce que finalement vous vous cachez ou est-ce qu'à ce moment-là vous vous révélez davantage? Alors,
En fait, le masque, il intervient, mais très très tardivement. Mhm. C'est vraiment, j'allais dire, le point d'orgue, et c'est comme un flash. Mhm. D'ailleurs, ça a été un très joli objet qui a été sculpté, travaillé par Mais un magnifique, ami, hein, on le voit. Anthony Saint-Aubin, Ouais. qui me l'a fait il y a déjà quelques années, Mhm. et qui m'a dit, tu vois, je vais te faire quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire à l'arrache, parce que ça a été, à l'époque, il faut le dire, des mousquetaires hein, qui ont travaillé, un forgeron certainement mousquetaire, à qui Monsieur de Saint-Marc avait demandé de faire ce masque, Mhm. puisque on faisait des transferts de prisonniers, pour les prisonniers illustres notamment, d'une prison à l'autre, soit affublés d'une cagoule pour pas les reconnaître, Mhm. ou d'un masque. Et alors le masque de fer, là, c'était encore pire, parce que le masque, souvent, c'était un masque en cuir. Mhm. Là, c'est du fer. C'est terrible. C'est du fer, enfin du fer, plutôt de l'antimoine, du plomb, enfin c'était un Mhm. mélange, j'en parle dans la Mhm. pièce. Donc c'est une matière, ce masque est brut, il a été vraiment sculpté d'une manière brute, c'est ce que m'avait dit Anthony, il m'a dit j'ai essayé de rester dans une sorte de réalité de l'époque, c'est-à-dire je n'ai pas fait quelque chose de fignolé, c'est certainement comme ça que ça a été fait. Et ça je veux bien le croire, effectivement. Ah bah ouais, ouais, parce que c'est en fait on a l'impression effectivement qu'il fait part entière au visage en fait et que il a été moulé sur ce visage et là quand je regarde cette photo, enfin je sais pas si vous voyez vous aussi hein, et vous me direz ce que vous en Le pensez. montage, ouais, ouais. Et il est incroyable. Le montage est incroyable et c'est là où on se dit mais quand il vit ce rôle, il doit à un moment donné vous portez ce masque, il y a quelque chose qui doit se passer. Ah bah, Il y a une scène qui vous bouleverse encore aujourd'hui? il y a plusieurs scènes qui sont bouleversantes, mais pour en revenir juste au masque et au montage, Mmh. parce que là c'est un montage photo, Ouais. c'est Romain Rouillet qui a fait donc ce montage. Mmh. On a fait 2 séances photo ensemble, Mmh. une sans le masque et une avec, et effectivement c'était assez impressionnant ce qu'il a réussi à en faire. Ah ouais, parce que là Travail de on est, l'image, ouais, ouais, tout à on est fait. dans la fiction, à la fois on pourrait voir ça dans un film en fait, hein. C'est Mais là voilà, où c'est, ah c'est, j'en dis trop. non, 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 J'avance. pas du tout, non, non. On a essayé d'avoir une atmosphère qui ressemble à ce qu'on pourrait retrouver dans un film, mais avec des éléments, évidemment, qui sont vraiment très proches de l'histoire Mmh. véritable, et pas du frère jumeau du roi, Mmh. comme on l'évoque notamment dans un des derniers films Ouais. avec DiCaprio et Depardieu, qui sont formidables dans ce qu'ils font, mais on Là, est très, très, c'est très, pas très très, loin de très ça. loin de Mmh. l'histoire et du patrimoine français. Et c'est ce qui m'agace un tout petit peu chez les Américains, c'est quand ils prennent une histoire, de quel pays que ce soit, ils le transforment et Ah ça bah. devient la leur. Et Bah, là, ça devient l'American touch en fait, hein. C'est exactement. une appropriation à la fois de l'art, à la fois de l'histoire et à la fois de tout ce qui peut être pris. Et vous êtes gentil quand vous dites appropriation. Moi, je Oui, dirais que on parle de prédation en ce moment, et je pense qu'effectivement la euh, prédation culturelle, la prédation commence déjà par la culture. ah bah c'est le Voilà. point central. En tuant la culture, on tue l'homme et on tue tout, on tue Ex- l'avenir et notre Exactement. passé. Exactement. Et Exactement. ça, c'est j'aime Et l'art hein, ah, et j'aime qu'on en parle voilà. de façon Ce qui veut pas dire que les Américains n'aiment pas respectable. l'art, mais Non, mais il y a voilà. une, nous avons en France une façon de jouer, une façon de mettre en avant les artistes. Alors, je dis pas que c'est tout beau tout rose, hein, parce que ça, on est loin Oui, de oui, là, oui, mais oui. on a un réel patrimoine, une réelle histoire qui est bien présente. Je dirais que les anglo-saxons, je dirais que les américains, pour dire hein, les choses, ont une autre histoire. Une Oui, histoire sauvage, oui, oui. peut-être. Puis c'est-à-dire, histoire sauvage. Ils sont jeunes, c'est un peuple jeune, effectivement. Hein, Et donc, voilà. eux, leur culture, si j'ose dire, nous, on a Racine, Corneille, Molière. Eux, ce sont les comédies musicales. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, même s'ils ont de grands, grands auteurs aussi Bien sûr. contemporains. Mais il est évident qu'ils ont ce sens du spectacle et du spectaculaire, et qu'ils veulent rendre des choses spectaculaires, quitte à vraiment transformer l'histoire dramatiquement. Et c'est ce qui est compliqué. Mais vous me direz, mais Dumas l'a déjà fait. Oui, et Dumas était dans le spectacle. Il était Oui. dans les, j'allais dire, dans les journaux illustrés. Il faisait œuvre de spectacle chaque jour. Il devait produire, produire, produire pour ses lecteurs. Mais j'aime bien quand il y a ce minimum de respect, Mmh. et de se dire, bah voilà, Enigma n'a pas été inventé par les Américains, contrairement à des films américains qu'on voit, qui parlent de ça, et le masque de fer n'est pas le frère jumeau du roi, indéniablement. Ça, voilà. Mais je pense que c'est aussi une manière
après on va revenir, hein, ça va être Oui, ma transition, oui, oui. et une manière aussi peut-être d'édulcorer la réalité et de ne pas affronter certaines choses du passé. Et c'est pour ça que tout est fictif. Enfin, il y a beaucoup de fiction dans l'histoire aux États-Unis, et je pense que c'est vraiment lié à leur propre histoire, une histoire une plurielle, parce qu'il y a Oui, plein d'histoires dans leur histoire. Quelle est oui. la vérité? Bah, On a, elle est pas si évidente que ça à accepter, donc on masque. Oui, on arrive un petit peu à ce qui se passe en ce moment. Où est le vrai, où est le faux, Eh ben etc. oui, Avec les fameuses fake news. Mais je pense que c'est peut-être plus simple que ça. C'est que les Américains ont un sens de l'histoire qui est un sens, d'ailleurs comme tout pays impérialiste. Hein, mm, ils ont, c'est un mastodonte, donc il voilà. avance, voilà. Et que en fonction de ça, les autres qui n'ont plus beaucoup de prestige. La France a eu du prestige sous Louis XIV, mais elle n'en Mhm. a plus beaucoup maintenant. Hein, c'est différent, c'est autre chose. Et c'est vrai que les Américains, au nom de ce commerce-là, je pense que c'est plutôt le commerce Ah, mais le qui a commerce, c'est une transformé part entière. énormément. Voilà, L'économie et voilà, l'histoire sont voilà, liées et voilà. ne sont qu'une. Voilà. Et c'est vrai que vous avez des cinéastes qui ont essayé de respecter l'histoire ou quand ils abordent des sujets historiques, essayent de le respecter. Vous avez même beaucoup de cinéastes indépendants mais qui ont du mal à Mhm. exister aux États-Unis. C'est pas bankable. Voilà, exactement. Et c'est toute la problématique des Américains. Mm. C'est-à-dire transformer à chaque fois en dollars une œuvre d'art. Et l'œuvre, par définition, l'œuvre d'art n'est pas forcément bankable à la base. Mais c'est ça. C'est tout le problème. Et c'est pour ça qu'on masque. Et c'est pour ça qu'on masque. Et on va revenir Oui, 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 oui. sur ce masque. Revenons Mais sur sur le ce, mais non, mais masque. c'est important et vous allez comprendre pourquoi, parce que le masque protège, n'est-ce Oui, pas? oui, oui, Il impressionne aussi, parce que là, il est tel qu'il ne fait qu'impressionner, mais parfois le masque, on disait, enferme, oui, n'est-ce pas? oui. Et si Saint-Marc n'était pas seulement le geôlier, mais aussi le prisonnier de son époque. Ah, mais vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, c'est ce que j'évoque dans la pièce aussi. C'est-à-dire que ce monsieur de Saint-Marc, il a eu une relation très particulière avec son prisonnier pendant 30 ans, comme je Mm. vous l'ai dit. Mm. C'était devenu quelqu'un quasiment un membre de sa famille, ça s'est évoqué aussi dans la pièce, et que effectivement, pendant 30 ans, être à l'ombre dans les geôles de France, c'est pas marrant, c'est pas rigolo. C'est-à-dire qu'il était clairement le prisonnier, Mm. un prisonnier parmi tant d'autres. C'est sûr. Alors il avait lui le droit quand même de sortir, d'aller un petit peu dans les salons littéraires ou les salons parisiens quand il était à la Bastille, mais il était clairement aussi prisonnier que les autres. Et c'est ça qui est intéressant. C'est C'est ça. tout le paradoxe, bien sûr, bah oui, oui, toujours. Et une ambivalence, on disait, entre pouvoir et loyauté. Mhm. Saint-Marc présenté comme loyal au roi, hein, Oui, bah oui. euh, aussi cruel avec ses détenus. Selon vous, il est victime du système? Il est combien complice du pouvoir? Alors moi je pense qu'au départ, il est complice et qu'il veut absolument intégrer ce pouvoir et être reconnu. Et puis que quand il voit que toutes ses actions, tout ce qu'il fait pour le pouvoir n'est pas remercié, là il commence à Mmh. devenir une sorte de rebelle, un rebelle à sa façon. Parce qu'il a été oublié, de toute façon Louis XIV à un moment a oublié totalement ce prisonnier d'État, il était même pas au courant qu'on l'avait affublé d'un masque de fer, c'est vous dire Ouais. qu'il n'en avait plus rien à Je- ah ouais. faire. Louis XIV était vraiment sur d'autres problématiques. Et ce monsieur de Saint-Marc a quand même essayé de se faire mousser, entre guillemets, et qu'on puisse s'en souvenir à la cour. D'ailleurs, Mmh. il est revenu à un moment quand il a été nommé gouverneur de la Bastille, et il a commencé à écumer tous les salons et à parler à nouveau de sa créature, de son masque de fer. Et là, il est devenu vraiment très fréquentable et on l'invitait et il parlait de son masque de fer. C'était le clou du spectacle à l'époque. D'accord. Oui, il en Mmh. parlait vraiment comme ça. Mais avec tout ça, est-ce que vous pensez qu'on peut rester intègre quand on sert un pouvoir absolu? Euh, Est-ce que vous c'est... savez, il y a deux choses qui sont dangereuses. C'est regarder la vérité en face et regarder le soleil. C'est pas de moi, hein, c'était, je ne sais plus de quel auteur qui avait dit ça. Et je pense qu'effectivement, plus vous approchez du pouvoir, plus vous approchez du soleil et de grandes vérités. Et on le voit en ce moment avec toutes Mmh. les affaires qui commencent à Ah bah, éclabousser beaucoup de monde. absolument. Là, ça va brûler très fort, Mmh. ça va être méchant. Et il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu ça. Et les personnages qui sont intéressants sont ceux qui, à un moment ou à un autre, ouvrent les yeux et se disent mais bon sang, j'étais peut-être
pas vraiment dans le bon cercle. Je servais des gens finalement qui étaient des monstres, parce qu'il y a plus monstrueux que Monsieur de Saint-Marc, c'est Ah oui, clair, oui, bah, c'est évident. Il a ça servi des gens qui c'est. étaient beaucoup plus monstrueux Ben, que lui. oui, parce que les commanditaires sont Oui, ceux qui ne se salissent pas les mains. c'est parfaitement raison. Et c'est ce qui permet aussi de garder bonne figure quelque part en jouant Et bien et quelque part et faire endosser la d'imprimer responsabilité aux une autres. histoire très très fréquentable, si j'ose dire, Oui, mais dans les manuels d'histoire. c'est le propre des notables, je Voilà, dirais. de la Je, petite je, grande bourgeoisie et la grande noblesse aussi. ouais. Alors ils étaient pas tous comme ça, parce que vous aviez des gens, Non, mais on est obligé de faire des généralités, voilà, sinon on perdrait du temps à faire du cas par cas. voilà, vous aviez des nobles, la noblesse d'armes notamment, qui avaient servi évidemment loyalement le roi et avec beaucoup de dynasties qui ont fait des choses exceptionnelles en France. Mais il est évident que le roi et la cour de Louis XIV, parce que j'ai écrit d'autres pièces sur ce siècle et notamment Philippe d'Orléans et Louis XIV, la cour c'était quand même un cloaque exceptionnel avec des gens peu recommandables. Epstein à côté, c'est rien du tout. Ouais. Ah bah, Oui. je ne vais pas citer. Mais... Oui, on peut le citer parce que Est-ce que vous pensez que le pouvoir transforme les hommes, ou est-ce que finalement il les révèle, parce qu'il révèle ce qu'ils sont déjà. je pense qu'il y a de ça. La révélation, c'est évident, mais à force de vous frotter au pouvoir, vous avez certainement des petites déformations si vous n'êtes pas intellectuellement préparé à ça, Hmm. clairement. Ouais, Ouais. mais est-ce que finalement, ouais, parce que quand on dit ça, on comprend que il y a cette ambivalence dans l'être humain qui existe bien. Ouais. On a nos choix, nos propres choix, mais est-ce que par conséquent, être loyal, cette fameuse loyauté, peut devenir une forme de violence? Ah ben ça dépend évidemment envers qui vous allez la faire subir, mais euh, la loyauté, si le roi vous demande par loyauté de tuer un de vos prisonniers, à l'époque, un mousquetaire, il agissait sans réfléchir, il disait oui, C'est pour bien ça. sûr. Mais quand un président, à l'heure actuelle, un président ne devrait pas dire ça, dit, ben voilà, au nom de l'État, il faut exécuter telle ou telle personne dans tel pays parce qu'il représente un danger pour l'État français, bah, les gars qui font partie des services secrets le Bah, font c'est sans ce que aucun j'allais état vous d'âme, dire. Le service secret agit, donc on va pas clairement. fermer les yeux sur quelque Mais chose qui bien existe. Et sûr, là, bien c'est pas de la sûr. fiction. Non, non, bien sûr, non, non, mais c'est pour ça que je disais, il y a toujours eu ça, ces comportements-là, à travers les siècles. C'est ça qui est extraordinaire. Je On crois que, change. voilà, Monsieur de Saint-Marc a mis en place, lui, un système, qui est un système qui était cruel, qui était à sa hauteur, à son échelle, mais qui traduisait aussi ce qui se passait plus haut, Bien en sûr, fait. Voilà. bien Donc, sûr, bien sûr. non, c'était à l'époque. Je pense que autant d'Artagnan a été vraiment remercié pour tout ce qu'il a fait parce qu'il a été hyper loyal envers le roi. Il a eu évidemment des combats assez incroyables, mais ce n'est pas le mousquetaire que Dumas a laissé, c'est-à-dire le grand mousquetaire au magnanime, au cœur pur, etc. Ça, c'est vraiment du roman. Vous allez du côté de Lille quand il a fait le siège de Lille à l'époque et qu'il a pris la ville, il a exécuté au nom du roi toute l'opposition. Donc du côté de Lille, on ne l'aime pas d'Artagnan, hein, c'est pas un héros là-bas. Hein. Donc vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Bah, tout est à une perception en fonction de ce qui a été fait ou pas Oui, oui. aussi, ça c'est clair. Et dans la pièce, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi j'essaie de montrer aussi ce que pouvait être un mousquetaire, un vrai mousquetaire, un mousquetaire plus proche d'une réalité. Et Monsieur de Saint-Marc, c'est le parfait négatif de d'Artagnan, qu'on a à l'esprit, bien sûr. Mais en écrivant et en incarnant ce personnage, qu'est-ce que vous avez compris de plus sur la nature humaine? Oh, alors là, je connaissais déjà un petit paquet de choses sur la Ouais. nature humaine entre Mais là, Voltaire et Rousseau, hein, mon ouais. cœur balance, comme dirait l'autre. L'homme est-il naturellement bon ou est-ce que c'est la société qui le corrompt? Euh, Long débat. non, moi ce qui m'a fasciné, ce qui me fascine surtout, c'est que au XVIIe siècle, parce que j'ai écrit aussi des pièces contemporaines, Ouais. hein, des comédies, plein de choses évidemment, mais le XVIIe, vous aviez des personnages hauts en couleur et l'académisme n'était pas encore passé par là. C'est-à-dire que si à l'époque vous insultiez quelqu'un, vous deviez en répondre le lendemain en duel. Et que Monsieur de Saint-Marc, pareil, il était loyal, mais en même temps, il avait son petit caractère et il s'est rebellé contre le système, contre Louvois, contre son propre ministre des Armées. Donc c'était intéressant parce que ils avaient encore une marge de manœuvre et avec des personnalités très fortes que vous n'avez plus vraiment maintenant.
Maintenant, quand vous avez des gens qui passent à la télévision et qui commencent à insulter ou diffamer telle ou telle personne, vous n'avez pas un duel pour en rendre compte. Ah ben non, on est la Voilà. diffamation, on est à l'ère du harcèlement. Enfin, Et à l'ère du harcèlement. Non, le harcèlement a toujours existé. On commence tout juste ouais, à en parler. Il ouais, existe sous toutes ses formes et c'est c'est encore vrai. un vrai sujet d'actualité parce que on se rend parfois pas compte de qui est le vrai bourreau dans une histoire. C'est vrai. En écrivant votre personnage, est-ce que vous avez eu de la compassion pour lui à un moment donné? Mais j'ai toujours de la compassion pour lui quand je le joue. J'ai toujours cette petite Ouais. pensée que sa légende lui a survécu, mais pas lui. Et que, eh ben oui, c'est quand même terrible Mais c'est horrible, mais pour c'est vrai. Mais quelqu'un. vous avez tout à fait raison, hein. Voilà, pour quelqu'un qui voulait marquer les esprits, il a réussi à l'époque à marquer un petit peu les gens dans les dames, ces femmes de salon littéraires. Mais après, bon, bah, une fois mort, oui, son masque lui a survécu, Ouais. donc on en parle encore. Mais ce n'est que justice que de l'évoquer maintenant dans une pièce et de dire, attendez, ce créateur a existé et il est quand même à l'origine d'une des plus grandes légendes françaises et mondiales, puisque on s'en est emparé. Bien sûr, ouais, C'est ouais. incroyable. Non, non, j'ai une petite tendresse pour ce personnage effectivement tous les jours. Alors, je suis pas sûr que s'il était vivant, que je mangerais avec lui. Euh, Quoique je serais intéressé de savoir quand même Qui effectivement, est-il? bah surtout les gens qu'il a côtoyés quand même de très Mmh. très près, c'est-à-dire bon D'Artagnan, Louvois, le roi il l'avait croisé aussi, enfin voir un peu comment il se comportait parce que l'histoire nous a laissé que des traces glorieuses alors qu'il devait y avoir des traces très crapoteuses aussi. Mmh. Bah, c'est intéressant parce que dans cette histoire, il y a un roi, il y a un prisonnier, il y a Ouais, un homme entre les deux. ouais, ouais. Mais ce qui rend ce spectacle finalement si fort, c'est qu'il parle pas seulement du XVIIe siècle, il parle d'aujourd'hui. Mais complètement, il a des réminiscences. Et puis, à l'heure actuelle, on essaie souvent de cacher des choses derrière un masque. Il n'y a Mmh. pas que le masque social. On essaie Non, de il y a cacher tout, il évidemment y a pas tout. mal de secrets derrière Mmh. les masques. Et les masques sont en permanence exhibés, mais d'une Mmh, manière mmh, différente. Il est évident que là, ce masque de fer, c'est l'histoire évidemment de ce prisonnier, de ce créateur, mmh. et aussi de ce qu'était le 17e dans sa part d'ombre et d'espionnage, parce Mmh, qu'il y a mmh, mmh. quand même à l'origine de tout ça une histoire d'espionnage. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, au 17e, le roi et la reine étaient entourés d'espions, et Mmh. notamment les valets de chambre, Mmh, étaient tous mmh, des espions. mmh. La DGSE de l'époque, c'était les espions. Elle est C'était les inspirée, valets. très Voilà. inspirée. Ça fait écho Voilà. avec l'actualité. Oui, bien Louis sûr. XIV gouvernait par le secret et la mise à l'écart. Oui. Aujourd'hui encore, on parle de vérité dissimulée. Oui, oui, ou de vérité alternative, vous avez les deux. Parce que, comme disait, c'était Goebbels qui disait ça, plus c'est gros, mieux ça passe. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez les, ah non, mais vous avez les C'est vrai. deux. Donc, vous avez les fake news et puis vous avez la vérité Mm, effectivement dissimulée. Et quand on ne peut plus la dissimuler, alors là, pour le coup, on l'exhibe puissance 10, mm, c'est-à-dire mm, mm. grossi à la loupe. Mm. Vous avez ces deux choses-là, oui, oui. Mais c'est Euh, ça qui est fort, hein. mais clairement. Donc, on a plein de réminiscences avec cette Mm, pièce, avec ce monde effectivement de l'espionnage qui était à l'époque et de l'espionnage qui était fait pour notamment essayer de rapprocher des royaumes qui étaient ennemis, en l'occurrence bien là sûr. l'Angleterre anglicane et la France qui était catholique et voilà, il fallait une grande alliance à l'époque. Mm. Donc il y a ça aussi qui se joue et dont Bah, vous les parlez de gens n'ont plus jouer, hein. forcément conscience de ça. Non, ils prennent conscience que vous parlez de jouer, on est dans une partie d'échecs parce que finalement tout se fait avec des pions. Saint-Marc crée une légende pour exister. Oui. À l'ère des réseaux sociaux, avons-nous aussi tendance à créer nos propres mythes? Oh ben, vous créez même des avatars, vous créez plein de choses. C'est pas les masques, mais les avatars. Oui, oui. Ouais. Il y a des mythes qui sont certainement créés. Après, avec des cruautés aussi assez terribles, puisque ça va jusqu'à la mort. Hein. Sur certains réseaux sociaux, C'est on pour la ça mort que en direct. j'en parle parce que les réseaux sociaux sont les nouveaux outils d'espionnage, hein, de jeu, de d'harcèlement, de tout Oui, ça. oui, On oui, peut oui. tuer quelqu'un, on peut faire vivre quelqu'un, on fait naître, hein, Oui, et on peut le tuer en fait c'est en vrai. pas longtemps. Et c'est pour ça que je me demande est-ce que l'on préfère finalement une belle histoire à une vérité qui dérange.
Ah ben, de toute façon, on en revient à ce que les Américains adorent Ouais. faire, la belle histoire, plus qu'une vérité qui dérange. Après, la grande différence entre les réseaux sociaux et l'espionnage entre guillemets d'État, c'est que les réseaux sociaux, même si vous êtes un peu espionné, on se dit tiens, Complètement je, espionné, excusez-moi. oui, oui, mais je veux dire par là qu'il y a toujours il y a toujours une volonté de la part d'un influenceur, d'une influenceuse, de communiquer à son réseau, à sa communauté, alors que le service secret en tant que tel n'a pas du tout envie de communiquer. Un bon service Ah bah secret non. ne communique jamais. Vous ne savez même pas. Vous dites ah bon, il était espion. Ah bon, je ne savais Le pas. savions-nous un jour? Voilà. Ou le serons-nous un jour? Beaumarchais était espion. Vous saviez? Bah Non, non. bah Bah non. voilà. Beaumarchais était espion, bien Ouais, sûr, bah dans comme le quoi, Conte il du y a des Roi. choses. Et voilà, mais ça, il n'allait pas le clamer évidemment sur tous les toits. Donc c'est quelque chose qui doit rester à discrétion parce que vous avez des grandes missions, des missions d'État pour rapprocher des États ou pour éliminer certaines personnes qui vous gênent. Donc tout ça, c'est à l'ombre, contrairement aux réseaux sociaux où là, vous êtes en pleine lumière. Pensez qu'on est devenu expert dans l'art de porter des masques modernes? On est tous, de par la société, de par son fonctionnement, son mode de fonctionnement, on est dans le fait de porter le masque social. Mais le plus intéressant, c'est à partir du moment où on arrive à pouvoir l'enlever. Notamment, vous avez, quand vous allez voir une pièce de théâtre, si vous avez un bon acteur, une bonne actrice, il essaye d'enlever ce masque-là et de vous faire toucher la sincérité du personnage, en tout cas les faiblesses, les fêlures, effectivement, d'un personnage, de l'humanité. Pensez que le théâtre, du coup, a encore ce pouvoir d'éveiller les consciences dans une époque, disons, qui est saturée d'images? Alors je vous dirais que le jour où on a une grande panne générale d'électricité, vous verrez tous les gens qui retourneront dans les salles à la lueur des bougies, écouter les comédiens, les conteurs, et le théâtre a survécu à beaucoup de choses, et je pense qu'il survivra à tout ça, et parce qu'il touche beaucoup plus facilement, en tout cas il est plus exigeant envers la recherche d'une vérité. Je dis il y a plusieurs types de théâtre, hein. Vous avez le Oui, théâtre théâtre, engagé ou non, hein, de toute voilà façon, hein, exactement. il n'y a pas de... Même hein, dans les comédies, vous avez une petite part de vérité parce toujours. qu'on est plus près des acteurs, tout simplement. On vibre avec eux, on respire avec eux. Alors que la télévision, le cinéma, j'ai beaucoup fréquenté puisque j'en ai fait, donc je connais bien ce système-là, ce mode de fonctionnement. On est déjà dans quelque chose de très artificiel, de très travaillé, de très normé. Donc il y a moins de spontanéité, beaucoup moins. Mais le public ne ment pas. Eh oui, Il ressent, il vibre. mais oui, On va parler de cette rencontre entre vous oui. et ceux qui vous regardent. Les critiques, j'ai regardé, parlent d'une performance captivante et vibrante. Comment vous recevez ces retours? Oh bah, c'est toujours, ça fait plaisir évidemment. L'ego est toujours Ouais. flatté par ça, mais c'est surtout une reconnaissance du travail que l'on a fait ensemble avec Alain Véniger. C'est-à-dire cette exigence-là d'essayer de faire passer ce personnage et de ne pas trahir ce que pouvait être Monsieur de Saint-Marc. C'est-à-dire de ne pas en faire un one-man show, parce qu'on Oui, pourrait très bien dire voilà. oui, c'est ça, parce que je regardais, c'est pas un one-man Ah show, non, c'est c'est seul pas en un one-man scène, show. on est Non, dans non. quelque chose C'est une où... petite souris et vous voyez un type parler à un journaliste de sa vie et de son masque de fer pendant 1h10 avec des rires, des larmes, comme un personnage qui est à la dérive et à la fin quasiment à la fin de sa vie. Il va mourir 5 ans ou 6 ans plus tard. Donc oui, c'est quelque chose qui doit respecter évidemment cette personnalité-là, Monsieur de Saint-Marc. Il était hors de question d'en faire un clown. Sinon, j'aurais fait du one-man show, ce que j'ai déjà fait avant, Oui, bien avant, je voilà. connais. Oui, là, mais là, c'est ça qui est dingue, hein, c'est parce que finalement, vous arrivez à transmettre des émotions, c'est engagé sans être surengagé, je dirais. Oui, On est dans le théâtre, hein, oui. et là, vous avez le public en face de vous, donc toutes les réactions possibles et imaginables. Est-ce qu'il y a eu une réaction qui vous a particulièrement marqué? Oh, il y en a plusieurs, mais notamment quand je mets le masque, effectivement, il y a toujours des oh oh oh. Oui, parce que C'est vous assez avez en plus un effroyable. visage, enfin, vous avez un regard perçant, je dirais. Oui, Avec le masque, ça doit être, c'est d'autant plus troublant, effectivement, c'est ça. le masque. Oui, bien sûr. Ça, c'était la volonté justement du metteur en scène, Mhm. et c'est vrai que les gens ont toujours ces réactions-là. Le masque arrive vraiment au bout d'un parcours, donc il y a Mhm. déjà eu la préparation, et Ouais. il n'y a qu'une envie, c'est de voir le masque. Donc ils sont, bah là, voilà, ils sont servis quand je le mets. Mais c'est vrai qu'il y a des réactions qui sont très étranges à certains moments. Les gens
ne connaissant pas, veulent évidemment en savoir toujours plus. Donc vous avez ces réactions au masque et puis vous avez d'autres réactions au cours de la pièce où Qui vous avez sont, ah non c'est pas possible, c'est pas vrai. Ah! Mais vous avez déjà eu ce silence particulier dans la salle? Alors de par le texte et de par évidemment la rencontre avec ce monsieur de Saint-Marc, Mmh. il y a un silence qui se fait automatiquement. Mmh. Et c'est vrai que à une présentation de saison là au théâtre, on m'a demandé de jouer un extrait et j'ai dit je ne peux pas parce que vous êtes obligé de vous préparer dans le silence et que la pièce commence paradoxalement par du silence et pas Mmh. par un mot ou par une phrase. Vous avez du silence et vous avez au moins 20 secondes, si ce n'est 30 de silence. Ah ouais, donc vous les préparez, C'est vous Monsieur de mettez Saint-Marc. l'atmosphère. C'est Monsieur de Bah, Saint-Marc c'est qui votre impose son moment silence, où c'est pas moi. vous incarnez votre rôle, j'ai envie de dire, vous devenez Monsieur de Saint-Marc et où vous devez annoncer, c'est comme finalement, une course dans le temps Oui, où, la course arrive, ça y est, on arrive en gare oui, c'est et ça. on devient spectateur d'une époque. Et clairement, et ce silence, de toute façon, il vous emmène aussi d'autant plus à la rencontre de ce personnage Mmh. que le temps n'est pas le même. Au Mmh. théâtre, déjà, vous avez un temps qui est différent, qui est plus lent ou plus rapide si c'est une Oui, en comédie, mais fonction, hein. qui est différent. Et c'est vrai que quand vous êtes au théâtre, c'est un temps suspendu, et c'est pour ça que au théâtre, on dit que nous sommes les maîtres du temps, contrairement au cinéma et à l'image, et qu'on fait ce que l'on veut, ce que l'on peut avec le public que l'on a. J'allais vous dire, vous n'avez pas le droit de faux départ. Enfin, quelque part, même si ça peut exister, vous êtes à nu. On peut Mais pas corriger. oui, c'est sans filet, mais c'est ce Ah que bah les oui. gens viennent aussi voir au théâtre, viennent ressentir. Mm, C'est ce côté vivant et communion. Hein, il y a mm. un phénomène de communion et même de catharsis, comme dirait l'autre, que dont ils ont besoin, bien sûr. Et même l'acteur, il a besoin de ça, bien sûr, ce que vous ne retrouvez Bah pas non, ailleurs. non, c'est l'interrogation aussi que je me pose là comme ça, c'est les spectateurs, ils viennent pour une énigme historique, Mhm. mais est-ce que finalement ils repartent pas sur une réflexion sur eux-mêmes? Ils, Parce que c'est lourd. ouais, ils repartent avec une réflexion philosophique sur eux-mêmes, sur ce que c'est que évidemment le pouvoir, ce que c'est qu'évidemment le, ça a des échos hein, avec ce dont on a parlé dans notre époque, c'est-à-dire où se trouve la vérité, est-ce que l'on peut accepter au nom de la vérité, est-ce qu'on est capable d'aller très très loin dans cette quête-là, Mm. quitte à tuer des gens, quitte à sacrifier beaucoup de gens même. Oh, je pense que moi, la réponse, on la Voilà, connaît. voilà, non, non, c'est d'ouvrir ces petites consciences que Monsieur Saint-Marc, c'est là où il est intéressant, ce mousquetaire qui était à rebrousse-poil par rapport aux autres. Donc oui, ils ressortent en tout cas avec beaucoup de questions et c'est intéressant moi quand j'arrive à discuter avec eux parce que c'est vrai que je mets quand même un certain temps pour me déshabiller. Et oui, les Oui, c'est costumes de normal. l'époque. Donc du coup, au bout d'une demi-heure, c'est compliqué. Mais pour ceux qui sont patients et qui m'attendent, on arrive encore à bien échanger sur ce personnage. Ouais, c'est passionnant. C'est passionnant parce que finalement, on a parlé histoire, Oui, on a parlé pouvoir, on a parlé manipulation. oui. Mais dans mon émission, dans Un cœur ouvert, je dis qu'on parle d'âme à âme, mais Mhm. on parle avant tout de l'humain. Est-ce que ce spectacle a changé quelque chose en vous? Ah oui, puis il continue à me changer, à essayer certainement d'avoir. Alors, Qu'est-ce que ça a changé en vous plutôt? Parce que j'ai changer, oui, mais qu'est-ce que ça a changé? J'allais vous dire que déjà, ce qui est intéressant quand vous faites du théâtre, vous êtes à la rencontre d'auteurs et de mondes qui sont totalement différents des vôtres. Et ça vous apporte une ouverture d'esprit et peut-être de vous améliorer, de devenir meilleur chaque jour. C'est ça que moi, ce qui m'intéresse effectivement Meilleure version de nous-mêmes, Ouais, voilà. très en vogue. Voilà, parce que vous avez des réflexions, des mondes qui vous sont proposés par des auteurs modernes ou des auteurs classiques. Là, c'est sûr que moi, ce qu'il m'a apporté, c'est cette intégrité que le sens du devoir et l'intégrité au plus près. Même si ça peut vous coûter. Et ce monsieur de Saint-Marc, effectivement, son sens du devoir et l'intégrité lui a coûté Ah bah, énormément. je pense que c'est ça. L'authenticité coûte.
Ça Oui, ah ben, écoutera toujours. toujours. Et puis le grand amour qu'il avait aussi pour sa femme et ses enfants qui sont morts au combat, hein. Il a eu deux Mm. enfants, ils sont tous les deux morts au combat Ouais, au nom du roi. ouais, Donc, comme vous quoi la voyez, loyauté est jusqu'au bout, hein, ah mais au sang, jusqu'au bout. au sang. Et voilà. Et la fortune qu'il a eue, elle a été récupérée, me semble-t-il, par un neveu qui était bien moins sympathique que lui. Mm. Même si lui, je lui dis, bon, il a vraiment, il a été cruel envers ses prisonniers. Mais en tout cas, l'humanité qu'il a eue, voilà, vous fait aussi évoluer et cette intégrité-là, ce sens du devoir, la loyauté est très importante. Et cet amour qu'il a eu pour cette femme et ses enfants. S'il n'avait pas de maîtresse, contrairement à d'autres. Ouais, on est Ah, là, ça, on un est jour sûr. Ouais. spécial Saint-Valentin. Voilà, ben, On parle d'amour sincère, on parle de l'amour de soi aussi. c'est ça. Et se dire que finalement il a avoué un amour C'est exactement authentique, ça. C'est à la exact. fois pour sa promise, pour son âme, hein, et pour son commanditaire en fait, hein, pour Bon, son travail. j'allais même vous dire qu'il a eu peut-être trois amours assez incroyables. L'amour pour le roi, indéniablement, l'amour pour sa femme et l'amour pour ce masque de fer. Ah oui, tout à fait, parce qu'il fait partie de C'est lui, hein, il y eh, a une ambivalence c'est extrême. Hein. exactement, c'est ça. Il l'a enterré lui-même, hein. Faut le dire qu'il l'a enterré lui-même à la Bastille, Mmh. que ça a été une cérémonie avec un aumônier. Enfin bref, Ah, c'est incroyable. Hein. dans le plus grand des secrets, mais Ouais, il l'a enterré mais quand il l'a même. enterré. Ouais, ouais. Et vous, si vous retiriez ce masque aujourd'hui, qu'est-ce qu'on découvrirait? Oh là là. Ah, on parle de, on a dit qu'on était authentique, hein. Tout dépend de ce que. Euh, ah, bah, comme tout le monde, avec les peurs, les angoisses, le trac, il y a plein de choses qui sont derrière le masque, Mm, bien sûr. Et en même temps, la joie aussi de se rencontrer. mm, Voilà. Euh, c'est évident que c'est toujours la même problématique chez quelqu'un, c'est que quand vous rencontrez euh, je prends l'exemple, parce que j'ai mon metteur en scène dont on parlait, quand je mm. l'appelais au téléphone, et je lui disais alors comment vas-tu? Et puis il était là, ah, je vais pas, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le pylore qui se colore. Enfin bref, Ouais. il était dans ce truc-là. Alors je le laissais parler, puis à un moment, au bout de 10 minutes, je disais bon allez, il faut qu'on bosse tous les deux. Il me dit ah ouais, il faut qu'on bosse. Bah, allez, on prend tel jour là pour répéter ensemble, etc. Et puis hop, ça y est, il avait plus mal nulle part. Et ça c'est formidable. Et c'est vrai que il enlevait son masque quand il me disait ça. Mm. Et en même temps, il y a un moment, il était conscient de me dire, oh, je crois que je t'emmerde. Je disais, bah ouais, il y a un moment, il faut passer à autre chose. Donc, enlever son masque, oui, mais à bon escient, à certains moments. C'est Ouais. ça qui est le plus dur. Mm, C'est de se dire, bon, pareil pour la femme ou l'homme avec qui vous êtes. Si vous mm, l'emmerdez parce que vous lui dites à chaque fois que vous êtes, vous avez mal par-ci, que vous avez des problèmes par-là, bien sûr qu'il faut partager ces moments-là. mm. Et en même temps, il y a un moment, faut assumer aussi en se disant, bon, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, j'ai mal. Je vais peut-être pas lui faire partager ça en permanence, ça va être dur. Vous voyez Ouais, après c'est, c'est. c'est très compliqué, hein, c'est de la Ah oui. gestion, j'allais dire, du petit personnel le jour le jour. Donc il faut, ouais, voilà, voilà. Mais c'est cette attention-là qui est importante et que le masque social certainement empêche, notamment au sein du travail, je pense aux grandes entreprises, le management, les Mm, méthodes de management, où vous n'avez plus, alors là pour le coup, on vous demande même pas si vous allez bien, si vous avez un mal de tête, puisque vous pouvez même plus aller pisser 5 minutes, il n'y a plus de mm, pause possible. Et mm, vous êtes dans ces méthodes-là de management très cruel, très dur. Monsieur de Saint-Marc à côté, il y a des moments, c'était peut-être finalement moins pire. Euh, parce que on est aussi dans des sortes d'enfermement et de torture ouais, c'est ça. actuelles, modernes. Ouais, bien sûr. Finalement, vous l'aimez bien, ce Saint-Marc, Ah, ce monsieur mais Saint-Marc, je hein? n'aurais pas écrit Vous si, l'incarnez. voilà, si je ne l'avais pas aimé et Ouais. son sujet aussi, l'histoire de sa vie, si, bien sûr. Mm. Oui, c'est pour Est-ce ça que je vous dis que, qu'il m'accompagne en permanence, ouais. ce personnage. On sent qu'il y a une quête philosophique, une quête un petit peu de soi à travers ça. Est-ce que la vérité libère toujours? Oui, et je pense que ce qui est intéressant, c'est que ayant joué D'Artagnan sur Fouquet d'Artagnan, une amitié qu'on travaillait avec Alain Véniger à l'époque, Mm. j'ai vraiment toute cette amplitude entre ceux d'Artagnan que j'ai joué, voilà, qui était assez proche de ce qu'on peut attendre d'un D'Artagnan, mais plus près d'une réalité parce que c'était aussi l'aspect
homme politique et gouverneur de la Bastille et gouverneur de Lille que je mettais en avant, Mhm. et puis l'amplitude qu'on a avec ce monsieur de Saint-Marc. Je vous disais, hein, c'est le parfait négatif. Ouais. Donc entre les deux, bah, mon cœur balance et j'ai pu mettre le curseur là où il fallait. C'est-à-dire que je ne suis pas totalement admiratif d'un D'Artagnan laissé par Dumas, et je ne suis pas non plus totalement admiratif par un Saint-Marc. Le mélange est formidable, le mélange de ces deux personnages. C'est dommage, il n'a jamais existé. Il reste à construire, ce sera peut-être le sujet d'une pièce, mais en tout cas, Ouais, bah voilà. voilà. Mais ces deux personnages sont évidemment touchants de par leur parcours de vie, leur amour pour leur femme, même si je vous dis, hein, il y en a un qui était plus intègre parce que D'Artagnan était un coureur de jupons invétéré. Pour X raisons, Pourquoi ça m'étonne pas? voilà, alors qu'il existe des trucs assez incroyables, et alors que Monsieur de Saint-Marc, à la connaissance des historiens et de ce que l'on a sur des écrits, Oui, parce que il c'est compliqué n'a eu qu'une femme. d'être Voilà. avec une femme. Et pas le temps pour avoir des maîtresses, puisque en permanence en prison avec ses prisonniers. Ouais. Ouais, c'est incroyable cette histoire, parce qu'effectivement, ça fait vraiment un parallèle avec notre actualité. J'ai l'impression que vraiment dans votre pièce, on parle de ce qu'on vit, on parle vraiment de ce qui touche à l'être humain Oui, à l'heure actuelle, mais qui a toujours touché. Mais on arrive avec les réseaux sociaux à pouvoir dénoncer, je dirais, plus facilement et à la fois à camoufler. oui, oui, vous avez les deux. C'est clair que camoufler fait partie aussi de la stratégie que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux. On se cache derrière des avatars, des noms, des Oui, des pseudos, personnages, etc. Des hein, parce personnages, bien qu'aujourd'hui sûr. tous sont Oui. millionnaires, mais personne ne paye de café. C'est assez incroyable. Oui, évidemment, évidemment. Mais Oh, je dis ça. oui, bien sûr. Mais parce qu'ils ont pris l'habitude aussi, de par le masque social dont on parlait, Mm. d'avoir les exemples des grands de ce monde qui se cachent. Enfin, je veux dire, quand vous voyez le président des États-Unis, vous voyez bien que ce personnage-là qu'il nous présente, c'est lui, et en même temps, c'est quand même un personnage de show. C'est un showman, le Ah, mais mec. il représente totalement Voilà. l'American Dream en fait, et ce côté, on entreprend, on réussit parce qu'on y va avec les strass et les paillettes et Ouais. on assume d'aimer l'argent. Oui. Même si chaque individu doit aimer l'argent parce que c'est ce qui le fait vivre, il doit l'aimer autant que sa santé. Oui. Et aux Nous, États-Unis, on a peut-être une oui, autre vision. voilà, nous on a une vision très catho, très chrétienne des choses. L'argent c'est sale, c'est quelque chose qui fait pas forcément partie de la réussite de l'individu. C'est plus une réussite euh, mystique. Enfin, il y a une Mm. quête qu'ils n'ont pas forcément effectivement aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant chez ce président, c'est de voir à quel point donc il utilise évidemment les fake news en permanence, Ah oui, la mais ça, vérité alternative, ouais. et surtout il met en scène sa vie et son personnage, ce personnage qui est une marionnette. Moi, il me fait penser à Bruce Tout-Puissant, le film. Voilà. Et puis il se met en scène en permanence avec des caméras qui sont partout dans sa vie. Donc il a un masque en permanence et il agite ce masque, et les gens le piège, c'est d'y croire. C'est d'y croire. Le piège, c'est d'y croire, mais on est libre, chacun est libre de dire ce qu'il veut et l'autre de comprendre ce qu'il entend. Oui, avec quand même une grande différence entre les Américains et la vieille Europe, comme disait notre ancien ministre. Cette vieille Europe qui est peut-être issue d'une culture plus cartésienne, en tout cas Descartes est passé Mm. par là, donc nous avons le sens critique. Mm. Et c'est un peu compliqué de gober tout ça. C'est vrai que on a quand même, le français est connu pour ça, un français réfractaire comme disait l'autre, critique et réfractaire, et que on a du mal quand même à croire à toutes ces choses qui sont brandies par les États-Unis en ce moment de cette manière aussi ostentatoire, parce qu'on voit bien que c'est du grand barnum. Hein. Bah, oui, mais bon. Après, je dirais que derrière chaque masque, il y a des peurs. Il y a souvent une peur. Il y a derrière chaque pouvoir, il y a une fragilité. Oui, Et c'est ce que vous nous rappelez dans le théâtre, hein, parce que c'est pas seulement un spectacle, mais c'est un miroir finalement.
comme beaucoup de pièces, sans parler de Mmh. pièces politiques, puisque c'est pas une pièce politique, ça reste une pièce avec évidemment l'évocation de ce personnage, mais on est loin de Brecht par exemple, hein, on n'est pas tout à fait dans ce théâtre-là. Mais il y a un engagement, et l'engagement c'est l'engagement dans l'écriture et puis dans le jeu, hein, dans la direction d'acteur et le jeu, bien Bien sûr, sûr. pour que les gens se disent bah voilà, ce personnage a pris cher devant nous et on comprend mieux maintenant les tenants et les aboutissants de ce masque de fer. Pourquoi il a été créé et pourquoi évidemment il a été exhibé comme ça et pourquoi il a survécu à son créateur. Bah, moi, en tout cas, je vous remercie parce que j'ai énormément appris en explorant votre univers, en allant étudier un petit peu. Alors, étudier est un bien grand mot, hein, mais en ayant appris votre pièce, je dirais, dans sa globalité, euh, en observant aussi votre façon d'en parler, votre perception de ce personnage, et surtout d'avoir compris que bah, finalement le théâtre, même s'il n'est pas forcément engagé, peut éveiller des consciences Oui, avec des petites choses. oui, oui. Ça Et pour reste, ça ça, reste. je vous en Bah, je vous en remercie. prie, ça reste du spectacle, donc les Oui, gens viennent quand même aussi passer un moment empli agréable. agréable, empli Mmh. d'émotions. On passe, alors pas d'un rire comme dans les comédies, mais Mmh. on passe par plusieurs palettes émotionnelles. Et c'est ça qu'ils viennent chercher au théâtre. Mmh. Après que vous ayez un discours sur une vérité, sur la politique, etc. C'est, j'allais dire, en plus. Oui, tout à fait. Et le texte est fait de telle sorte que justement il soit abordable par tous, à partir de, on va dire, de 12 ans jusqu'à 120 ans, pour celui Mmh. qui a la santé. Voilà, c'est ça qui est le plus important là-dedans. On retrouve la pièce jusqu'à quand? Ça a démarré le 8 février, C'est il le 8 me semble, hein? février, c'est tous les dimanches à 16h30 D'accord. au Théâtre, qui est un petit théâtre dans le 15e, Mhm. 20 rue Théodore Deck, D'accord. et c'est jusqu'au 26 avril, avec une D'accord. reprise après à Avignon D'accord. pour juillet 2026. Formidable. Donc en attendant, on peut vous suivre sur Paris le dimanche. Ça, c'est très très bien. Donc on va venir Exactement. vous voir très prochainement. Eh bien, Hâte de j'en voir suis ravi. entièrement le spectacle. Merci Donna d'avoir vraiment été avec nous avec authenticité, d'avoir parlé, comme j'aime dire, avec le cœur et avec vraiment cette qualité de pouvoir dire sans vouloir persuader. Bah, merci Khadija de ce compliment que j'emporte avec moi comme vraiment un cadeau en cette Mm. Saint-Valentin. Et puis je vous dis à très bientôt hein, au théâtre Ben alors. oui, j'ai hâte de venir voir la pièce. J'espère que vous viendrez aussi, que vous allez regarder ça parce que c'est quand même une belle leçon historique et aussi une belle leçon de vie. Je vous remercie de nous avoir suivis. On a fait une longue émission, mais c'était important que vous puissiez comprendre à quel point cette pièce n'est pas qu'une pièce. Ce n'est pas qu'un spectacle. C'est surtout, je dirais, un commandement peut-être de voir les choses différemment. C'est ma perception. On était dans À cœur ouvert sur Artop TV grâce à Libby Montana et Magide Lemar. Et je remercie Claire pour cette très très belle rencontre que je fais aujourd'hui. C'est la Saint-Valentin, donc je vous envoie de l'amour. À bientôt!